En direct de Santexpo sur le stand de la French Care BPI France. Et nous allons maintenant nous projeter dans le système de santé de demain. Quel modèle d'innovation dans les CHU? C'est ce que nous allons voir avec nos trois invités. Philippe El-Saïr, bonjour. Vous êtes directeur général du CHU de Nantes et président de la conférence des DG de CHU. Je vais y arriver, DG de CHU, c'est pas si simple que ça. Stéphane Pardou, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général de l'ANAP, l'Agence nationale de la performance sanitaire et médico-sociale. Et Antoine Tenière, directeur général de Paris Santé Campus. Bonjour et bienvenue à tous les trois. Philippe El-Saïr, je me tourne vers vous pour commencer. Est-ce qu'on pourrait faire ensemble un état des lieux de l'hôpital, du système de soins aujourd'hui en France et en particulier des CHU et des établissements de santé? Alors si on prend un angle un petit peu modeste qui est celui pour lequel je suis plus légitime, qui est celui des CHU, je dirais qu'aujourd'hui les CHU ils sont convalescents. L'offre de soins qui avait été dégradée, beaucoup de lits ont fermé en 2022. Ces lits réouvrent et ils réouvrent pour une raison simple, c'est que les recrutements de personnel sont repartis de l'avant en gros fin 2023 et on a aujourd'hui plus d'entrées que de sorties, un absentéisme qui a presque rejoint 2019, donc tout ça c'est positif et ça veut dire que le système de soins se rétablit. Alors une fois qu'on a dit ça, on a quand même un point de vigilance qui est la situation budgétaire des CHU qui reste malgré tout très fragile et très dégradée. Et puis il y a un deuxième sujet qui n'est pas un sujet d'offre de soins au sens strict ou un sujet financier, qui renvoie au concept même de CHU et je crois que ce concept, il doit se renouveler parce que la relation au travail, on voit bien des jeunes générations encore plus en post-Covid à bouger et aujourd'hui, il faut qu'on arrive à rétablir l'attractivité des carrières hospitalo-universitaires pour protéger le temps universitaire de nos personnels. Et ça veut dire faire des choix de mission, des contractualisations de mission dans le temps pour que les choses soient plus claires et que la pression qui pèse sur les jeunes soit un peu plus maîtrisée et qu'on puisse aussi exister et être plus fort dans cette compétition mondiale sur la recherche. Merci pour cet état des lieux. Est-ce que vous partagez ce constat, Stéphane Pardou, du côté de l'ANAP? Je pense qu'il faut tout d'abord, peut-être que Philippe est trop modeste pour le réévoquer, mais il faut tout d'abord rappeler que dans le système de santé français, la place des CHU, elle est stratégique. Elle est stratégique de par leur poids en matière d'activité de soins, de par leur rôle de recours, de par leur dynamique territoriale, et que sans les CHU aujourd'hui dans le système français, véritablement, c'est tout l'édifice qui est fragilisé. Ce qu'il faut aussi dire, même si Philippe l'a dit, les CHU sont convalescents, il a évoqué la situation budgétaire notamment, c'est que dans la cartographie française, l'endroit de la plus grande ingénierie, de la plus grande puissance d'action collective, de la capacité à irriguer, elle est dans les CHU. Et il faut toujours... donc quand on se regarde, on se désole, mais quand on se compare, on se rassure. Aujourd'hui, il n'y a pas d'autre endroit dans le système de santé français que les CHU qui sont capables de porter la diversité des missions. Et donc, tenir compte de ça, déjà, c'est avoir peut-être une approche un peu différenciée sur les CHU. Et après, moi, je dirais que le moment qu'on est en train de vivre, c'est que post-Covid, il y a un retour à la réalité, à la fois à la réalité de l'effet ciseau que vivent tous les pays occidentaux entre les recettes de santé, les recettes dévolues au système et les dépenses, un effet ciseau et qui nous revient en réalité, qu'on avait un peu oublié peut-être pendant 3-4 ans, en se disant mais non, et en fait qui ne va pas s'arrêter. Et puis il y a un retour à la réalité de quelque chose qu'on n'avait pas vu, c'est que l'effet Covid, le Covid, a remis le système de santé au même niveau que d'autres secteurs d'activité en matière de vie au travail. Là où jusqu'au Covid, quand même on peut le dire, il y avait une espèce quand même de maintien, de cette espèce d'engagement total de vocation post-Covid, brutalement. On est dans quelque chose de plus classique, de mainstream, c'est-à-dire un rapport au travail peut-être plus honnête aussi, peut-être plus sain que ce qu'on a connu. Et donc ça oblige les systèmes de santé, et notamment les CHU, à se questionner sur comment ils arrivent à demeurer hyper attractifs, dans de bonnes conditions de travail pour leurs professionnels, parce que, Philippe l'a dit, sans les ressources humaines, une structure de santé, ça dérape. On peut le tourner dans tous les sens. Un hôpital, quel qu'il soit, c'est avant tout une entreprise de main-d'œuvre.
Certes, il y a un enjeu capitalistique, mais c'est quand même une entreprise de main-d'œuvre. Et moi, j'ai l'impression que post-Covid, il y a un retour à la réalité et une réalité que d'autres secteurs connaissaient avant, que le système de santé et notamment les CHU connaissent aujourd'hui. Oui, les personnels, c'est très fragile et la situation, elle peut très vite devenir très compliquée dans certains endroits. Antoine Tenière, comment on réalise cette équation un petit peu compliquée de maintenir l'offre de soins, de maintenir l'attractivité avec cette baisse des vocations dans l'hôpital dont vous venez de faire part, avec cette problématique du budget. Comment est-ce qu'on arrive à relever ces enjeux pour les CHU en particulier ? Alors, je n'ai pas toutes les solutions, mais ce que je vois surtout, c'est l'intérêt d'avoir cette réflexion avec tous les acteurs du CHU, mais du système de santé, et plus largement, parce que au-delà des enjeux de métier, d'attractivité financier, je pense que c'est l'évolution de la place du CHU qui doit garder ce rôle d'excellence et de référence dans notre système qu'il faut repenser avec l'évolution du système de santé dans son ensemble. Et la difficulté, c'est justement d'arriver à faire évoluer ça à un moment où, en plus, le système de santé, et notamment sous l'impulsion de l'innovation, évolue de plus en plus rapidement. Et avec des organisations qui sont des organisations à taille importante et humaine, qui évoluent, elles, un petit peu moins rapidement. Donc c'est effectivement cette équation qu'il faut arriver à résoudre. Il y a beaucoup de réflexions qui ont déjà été portées par la conférence des DG, avec les doyens des universités et avec d'autres agences comme la NAP. Je pense que ce qui est important, c'est de s'appuyer sur des données claires. On commence à en avoir de plus en plus, notamment avec les outils numériques, des données de pilotage et des objectifs également clairs, et puis d'arriver, une fois qu'on a dépassé, et c'est le cas grâce aux actions qui ont été mises en place depuis le Covid avec les différents DG de CHU et les personnels hospitaliers universitaires, dès qu'on a passé justement ces difficultés de recrutement, à réintégrer le CHU dans sa vraie place actuelle. Voilà. Pour autant, c'est un travail de longue haleine et surtout c'est un travail collectif essentiel. Philippe El-Saïr, je me retourne à nouveau vers vous. Vous l'avez dit très clairement, les CHU, et vous l'avez repris Antoine Tenière, ont un rôle d'excellence. C'est là où la recherche académique, les innovations se font dans les laboratoires académiques. Comment est-ce qu'on va à la fois continuer à soutenir et à transformer les CHU pour finalement favoriser ce rôle de vivier d'excellence et d'innovation en santé? Alors, on connaît bien le rôle finalement assez ancien quand même des CHU sur la recherche clinique, sur la recherche translationnelle. Il faut avoir à l'esprit que la plupart du temps, dans les universités françaises, le principal publiant, et de très loin, c'est la santé. Donc ça, c'est un point majeur. Naturellement, il y a d'autres opérateurs. Il y a l'INSERM, le CNRS, mais les CHU représentent une part tout à fait considérable de ça. L'enjeu sur ce champ qu'on connaît bien, et il y a eu un rapport ce matin qui a été remis qui est important, c'est finalement d'avoir une stratégie, à la fois une stratégie nationale et une stratégie territoriale. Parce que finalement, on sort d'un monde où 5-6 pays se partageaient la recherche mondiale. C'est ça, était la source de la production de la totalité des publications, et on bascule dans toute autre chose. Et donc, aujourd'hui, on a besoin d'une stratégie. Et si je viens sur le sujet territorial des sites, on a besoin que sur un site, que ce soit à Nantes ou ailleurs, on soit capable de dire l'excellence à Nantes ou ailleurs, c'est 3-4 domaines de manière évidente. Voilà, et parce qu'on ne peut pas être positionné au plan international absolument sur tout. Ça, c'est le volet traditionnel. Et puis, il y a un autre sujet qui s'invite et qui est très puissant, c'est celui de l'innovation. Et là, on s'éloigne un peu de la recherche clinique et de la recherche translationnelle. Et c'est vrai que on a, nous, été saisis, c'était un moment un peu progressif, par un nouveau profil qui est finalement le plus souvent des médecins du CHU qui venaient nous voir avec des ingénieurs et des investisseurs et des entrepreneurs pour nous dire, moi, dans mon domaine, en radiologie interventionnelle, dans tel ou tel sujet, j'aimerais mettre en œuvre une innovation, et d'ailleurs j'ai l'idée, et d'ailleurs j'ai l'ingénieur, et d'ailleurs j'ai le financeur. Et donc on a vu apparaître ce profil de médecin entrepreneur finalement,
qui venaient nous saisir. Et c'est ainsi que moi, à Brest, par exemple, j'ai été conduit à prendre des participations il y a déjà 5-6 ans dans des startups de façon à les soutenir. Et puis parce que je pensais que le CHU en retour devait aussi participer à la distribution de revenus. Donc le CHU, il est à la fois au début de cette innovation nouvelle sur des entreprises qui n'ont rien à voir avec les entreprises pharmaceutiques, qui sont des entreprises beaucoup plus petites, et en même temps, il a un sujet, c'est que tous les fondateurs de ces entreprises, c'est soit des ingénieurs qui sortent de nos labos, soit des médecins. Donc on a un sujet de partage de la valeur. Et donc, moi je crois qu'on a sur ce terrain, et c'est pour ça que j'ai souhaité être vraiment moteur et vraiment un acteur moteur auprès de tout ce qui est initié par Antoine, on a vraiment un rôle pivot sur les territoires, de par les milliers de personnels qui sont les nôtres, de par cette espèce de réservoir de talents extraordinaires que sont les CHU, pour participer à cette réindustrialisation par les territoires. Et alors, Antoine Tenière, comment on fait pour mettre ensemble et pour faire parler tous ces talents dont les CHU sont le réservoir, comme vous venez de le dire ? Ah, ça, c'est un élément essentiel parce que, au-delà du triptyque fondateur des CHU que sont le soin, l'enseignement et la recherche, on voit aujourd'hui la nécessité d'ajouter des compétences supplémentaires. Philippe le mentionnait, l'ingénierie, éventuellement la mathématique, notamment avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, les gestions de données. Et donc, il faut arriver à imaginer ou élargir justement ce triptyque pour se dire comment est-ce qu'on crée des espaces d'échange, des espaces de compréhension et de synergie avec ces nouvelles compétences. C'est important évidemment pour les soignants qui vont poser des problématiques, travailler avec ces nouvelles compétences et ces nouvelles personnes. Et c'est important également pour les entrepreneurs qui ont besoin de se nourrir des enjeux, des problématiques et des réalités du soin et de l'application. Absolument. Donc pour faire ça, c'est des espaces, alors idéalement à proximité, qui permettent justement de rassembler des acteurs. C'est aussi de l'animation et des éléments qui leur permettent de se comprendre parce qu'ils ne parlent pas le même langage, ils n'ont pas la même vision et ils n'ont pas les mêmes enjeux. Et puis derrière, c'est un objectif commun qui aligne tout le monde. On l'a vu que ça a très bien marché pendant la crise Covid quand il y avait une urgence épidémique et on a vu des gens qui se rassemblaient et qui trouvaient des solutions très intéressantes de façon assez spontanée et très dynamique. Et donc, il faut arriver à se dire qu'on va changer d'objectif. C'est plus la crise Covid, mais c'est la prise en charge du cancer du sein qu'on va repenser de façon innovante, l'amélioration d'un parcours sur telle prise en charge au bloc opératoire, etc., en fonction des problématiques. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'avec l'ensemble du territoire, sur des mêmes problématiques, on va avoir une diversité de solutions qui vont émerger et qui vont faire la richesse de l'innovation. Donc c'est vraiment ce rassemblement qu'il faut arriver à créer, que nous on porte dans chacun des territoires à proximité des centres d'innovation, des CHU, et qu'on porte également dans Paris Santé Campus, qui est un bon exemple d'écosystème où on va rassembler des gens qui ne se connaissent pas et n'ont pas l'habitude de travailler ensemble. Stéphane Pardoux, vous êtes donc à l'ANAP, qui est une agence de conseil public liée au ministère de la Santé. Comment est-ce que vous pouvez accompagner, conseiller ces médecins entrepreneurs qui veulent porter des solutions innovantes au sein des CHU ? Et j'entends en fait que c'est aussi bien pour transformer l'organisation de l'hôpital que finalement dans l'offre de soins. C'est très important ce que vous venez de dire, ce dernier point. On voit qu'il y a des initiatives récentes assez ambitieuses, notamment portées par la conférence des CHU. Et ce qui est frappant quand on prend un peu de recul, c'est de se dire qu'un secteur comme la santé qui est fondé sur l'innovation, le monde médical, voilà, Antoine confirmera, le monde médical, c'est de l'innovation permanente, technologique et de l'innovation médicale, médicamenteuse. Et en paradoxe, le monde hospitalier n'est pas le monde de l'innovation tous azimuts. Ça n'est pas les premiers domaines de l'innovation organisationnelle. Ça n'est pas le domaine où l'innovation managériale est arrivée. Ça n'est pas le domaine où l'innovation en matière de transition écologique est arrivée. Et donc, le premier élément très important, et nous on milite beaucoup là-dessus, et Philippe Elsaïr en tant que le président de la conférence milite aussi, c'est qu'il faut accepter l'idée qu'il faut réinjecter de l'innovation et de l'idée de l'idée d'innovation, c'est pas une jolie phrase, mais de l'envie ou de la stratégie d'innovation dans tous les établissements de santé, parce que c'est ce paradoxe. Normalement, l'ADN du système de santé et des hôpitaux, ça devrait être l'innovation. Or, à l'exception de l'innovation, ça pour des nouvelles technologies au bloc opératoire, pour des nouvelles drogues, ça, il y a du monde. Mais quand il s'agit de penser un nouveau parcours patient, de moduler une organisation, moi je dis souvent, quelle est la différence entre un front office administratif à l'hôpital et dans une banque ? Aucun. Où s'est placée l'innovation? Dans les banques, pas à l'hôpital. Quelle est la différence entre un plateau logistique hospitalier et un plateau logistique d'une grande entreprise comme Decathlon?
Presque aucun. Où s'est placée l'innovation? Chez Decathlon, pas dans les hôpitaux. Et donc, c'est dans toutes ces strates, au-delà de ces thématiques pures liées à la recherche médicale, peut-être que l'innovation doit se nicher. Et le deuxième point, et donc nous, on milite et on est en train de faire un travail avec l'AIS qui va sortir bientôt sur le management et le pilotage de l'innovation, en donnant à voir comment certains CHU, certains gros centres hospitaliers ont réussi à porter des démarches d'innovation. Et le dernier point sur lequel je voulais insister, c'est que, vu la nappe, il y a un point, ça peut paraître tarte à la crème, mais quand on le décline, il est vraiment puissant en matière d'innovation. Il y a un point qui bouleverse intégralement l'organisation hospitalière, des CHU comme des autres, c'est la transition écologique. Elle transforme tout. Et nous, on a le sentiment que c'est en s'appuyant aussi sur cette transition écologique que l'on peut être porteur d'innovation partout. Parce que quand on y réfléchit, la transition écologique pour un hôpital, elle oblige à questionner le nombre de mètres carrés construits. Et quand on questionne le nombre de mètres carrés construits, on questionne automatiquement les organisations. Et pour moi, l'innovation, ce n'est pas que l'innovation scientifique ou médicale, c'est l'innovation managériale. Est-ce qu'on fait des bureaux? Je vais prendre un exemple tout bête. Est-ce qu'on fait des bureaux communs ou est-ce qu'on fait des bureaux individuels? Est-ce qu'on fait du flex office comme il y en a dans toutes les entreprises françaises? Ou est-ce que quand on reconstruit l'île de Nantes, le grand CHU de Nantes, on dit qu'on fait des open space et donc on gagne des mètres carrés? Et je pourrais décliner ce sujet sur plein d'autres thématiques en lien avec la transition écologique. Et donc, nous, on a le sentiment que les hôpitaux, en s'appuyant sur le principe de transition écologique, ils peuvent être réinjecter de l'innovation partout. Les soins éco-responsables, c'est-à-dire être plus sobre dans les soins, c'est de l'innovation, c'est puissamment de l'innovation. Il y a plein d'équipes médicales qui ont plein d'idées sur ce sujet. Et du coup, en s'appuyant là-dessus, nous, on a la certitude qu'on irrigue encore plus large dans le processus d'innovation. Et après, il y a des organisations concrètes à mettre en œuvre. Et en ce sens, les pouvoirs publics soutiennent l'appel à projet tiers-lieu d'incubation. C'est de l'aide au démarrage pour faire de l'innovation. Ce qu'on essaye de faire avec l'AIS, d'un appel à manifestation d'intérêt sur des dispositifs pour soutenir l'innovation, c'est la même chose. Donc les pouvoirs publics soutiennent, mais je pense qu'il faut qu'il y ait un mindset qui se transforme un peu chez les dirigeants hospitaliers, qui remettent l'innovation comme dans l'ADN. L'hôpital, ce n'est pas uniquement de la production de soins. On est un peu peut-être trop resté dans l'idée qu'il fallait produire. Bon, c'est compliqué aussi de tenir la production, hein, il faut beaucoup d'énergie. Mais on est peut-être un peu trop resté dans l'idée qu'il fallait produire et on a oublié qu'il fallait en permanence se questionner. Moi, je cite toujours l'exemple de Decathlon. Decathlon, ça vend des t-shirts, des ballons de foot et des vélos. Et bien, Decathlon, ça a intégré dans toute sa stratégie l'innovation. Au siège de Decathlon, vous avez un gigantesque labo de recherche qui passe son temps à imaginer le ballon qui rebondit mieux, le vélo qui roule plus vite, qui est plus léger, machin, tout ça. Et c'est comme ça que Decathlon, en permanence, est dans le mouvement. Et bien, moi, je rêve que ce soit ça, l'ADN des CHU. Pas uniquement la production, tenir la production, mais en permanence, se dire que chaque secteur doit être revisité en permanence. Et ça, si on est honnête, c'est pas encore complètement le mindset de l'ensemble du système. Ça bouge récemment, parce que le Covid a amené une telle contrainte post-Covid sur les ressources humaines, sur les financements aujourd'hui, que ça a amené un tel bouleversement que ça amène quand même à ces changements-là, moi je trouve. Philippe Elsaïr, peut-être une réaction à ce que Stéphane Pardoux vient de dire sur cette, un peu le fait que les hôpitaux sont frileux à se réorganiser et à cette innovation organisationnelle, managériale. Est-ce que la transition écologique est une voie pour se transformer? Quelle est votre vision sur ces sujets? Il faut aussi qu'on regarde les choses telles qu'elles sont. C'est-à-dire que sur la dernière décennie, quand même, l'hôpital et les CHU n'y ont pas échappé, ont quand même été soumis à une cure de productivité très lourde. Très lourde. Donc finalement, les transformations ont été très orientées sur ces sujets et même polarisées sur ces sujets, ce qui a pu créer des conflits internes, voire des fractures. Bon. Mais ce qui est vrai, c'est que moi je me retrouve bien sur l'idée de mindset et ça renvoie y compris à des aspects de formation. C'est-à-dire qu'il faut former les gens pas simplement à la conformité. J'accède à telle responsabilité ou tel concours parce que j'ai été capable de régurgiter ce que l'on m'a appris. Il faut les former à la capacité à être différent. Et il y a aujourd'hui des formations à l'innovation. Moi, je dis souvent, on est dans un monde où ce sont les idées qui rendent libre, en fait, et qui permettent d'enjamber la contrainte. Voilà. Il faut être en recherche de marge de manœuvre constante, de marge de manœuvre interne, de marge de manœuvre externe. Et c'est la seule manière d'arriver à réenchanter nos métiers, nos fonctions, nos missions. Antoine Tenière. Je suis absolument d'accord avec ce qui a été dit et peut-être deux compléments.
pour boucler la boucle, finalement, on se rend compte que l'innovation peut être vue évidemment comme un vecteur de transformation, mais aussi et surtout comme un vecteur d'attractivité. Et donc, une fois qu'on a réamorcé la question du personnel soignant et hospitalier, eh bien, la possibilité d'arriver à donner par le biais de l'innovation structurée, organisée, etc., du sens, des objectifs et de projections à tout le monde est un élément extrêmement intéressant. Pour reprendre et compléter l'exemple qui a été donné sur Decathlon, on connaît, et c'est quelque chose qui est très décrit dans beaucoup d'analyses systémiques, de grandes entreprises qui ont décidé de dédier 15 à 20% du temps de leur personnel sur des projets qu'ils vont porter eux-mêmes et de mettre à disposition tout le matériel et éventuellement des financements nécessaires. Aujourd'hui, on voit que sur des contraintes RH hospitalières, on n'est pas encore complètement en capacité de faire ça, mais peut-être qu'un jour on pourra l'imaginer. Ça a donné lieu à des innovations que tout le monde utilise aujourd'hui, et notamment un exemple avec Google Maps, qui est né en fait, qui n'était pas du tout dans la stratégie de Google au départ, mais qui est né de projets imaginés dans le temps libre des employés de Google. Donc connaissant la richesse des personnels hospitaliers et leur engagement auprès de leurs patients, cette possibilité d'avoir justement des outils, du temps et de l'accompagnement pour structurer plus d'innovation, elle est absolument essentielle, que ce soit dans la partie technologique, c'est ce que tout le monde habituellement regarde, un bistouri encore plus performant, des robots chirurgicaux, etc., mais que ce soit aussi et surtout dans les enjeux organisationnels qui, à mon avis, vont avoir le plus d'impact, à la fois à l'intérieur de l'hôpital, mais surtout pour répondre aussi à la question qu'on posait tout à l'heure, c'est-à-dire de la place de l'hôpital dans l'organisation globale du système de santé. Et donc ça, ce sont vraiment des approches qui me semblent particulièrement essentielles. Oui. Et peut-être pour poursuivre ce qu'a dit Philippe El-Saïr, nous à l'Agence de la Performance, on est plutôt économe de l'argent public, on essaye toujours de dire il faut vraiment que chaque euro soit dépensé, donc c'est assez rare ce que je vais dire, mais même dans un contexte de contrainte, même les entreprises qui sont en difficulté, leur façon de rebondir à un moment donné, c'est de consacrer de l'argent à ce sujet d'innovation. Et même dans un contexte tendu, moi ce que je dis aux dirigeants hospitaliers, c'est il faut se réserver quelques poches d'argent, voilà, pour soutenir des projets d'innovation et pour créer une logique d'innovation. L'État soutient parfois les dispositifs et c'est pour ça qu'avec l'AIS, on milite pour cet appel à manifestation d'intérêt pour soutenir le pilotage de l'innovation dans les établissements. Ce qu'a fait l'État sur la transition écologique en finançant 150 postes émiettés dans le pays, enfin émiettés, non, positionnés dans le pays, ça fonctionne. C'est-à-dire que ça crée une dynamique collective autour des économies d'énergie. Et donc, soit l'État parfois arrive à soutenir, mais si l'État n'arrive pas à soutenir, moi je dis, alors c'est facile maintenant de ma fonction, moins quand on est dirigeant, mais dire sur un budget d'1 milliard, de 800 millions, oui, consacrer 1 million, dire je mets 1 million pour soutenir une stratégie d'innovation et qui peut être managériale, c'est-à-dire pour lancer de l'innovation collaborative, pour lancer des process de soins éco-responsables, d'animer. À la fin, c'est rentable parce que c'est rentable déjà pour un premier élément, c'est que Antoine l'a dit, c'est évident qu'il y a un effet d'attractivité. Aujourd'hui, il y a des hôpitaux qui ont des images plus d'innovateurs et qui recrutent plus que des hôpitaux qui ont des images plus classiques, mainstream, de production de soins. Et donc, à la fin, ça a un premier impact positif parce que ça vous amène du recrutement et donc ça vous obère moins votre processus de production de soins, qui est quand même, Philippe l'a dit au début, un des premiers sujets de l'hôpital, tenir son processus de production de soins. Mais en plus, c'est vraiment la théorie économique et la chanson de ABBA, The Winner Takes It All. C'est-à-dire que ceux qui misent un peu là-dessus, ils prennent une longueur d'avance. Et nous qui sommes des hospitaliers, qui connaissons depuis un moment, on a vu des hôpitaux basculer de là à là parce qu'ils avaient misé sur des stratégies d'innovation. Et dans le travail qu'on a fait avec l'AIS, on a référencé quelques situations. On voit des hôpitaux qui n'ont pas un écosystème particulièrement différent des autres, mais ils ont à un moment donné accepté de porter l'innovation partout. Et l'innovation, c'est l'innovation dans l'ingénierie financière, dans l'ingénierie RH, dans le management. Enfin, je pourrais multiplier les exemples qu'on connaît. Ce n'est pas uniquement l'ingénierie dans les processus technologiques. Et donc, c'est une petite culture qu'on essaye de créer partout. Voilà. Et je suis persuadé que ça, les dirigeants hospitaliers, s'ils essayent de se garder des poches, des petites poches, des petites enveloppes, c'est bête ce que je dis,
Mais même les entreprises en difficulté, elles essayent de faire ça pour rebondir. C'est possible, ces petites poches, de se les garder quand on est Oui, à la c'est tête d'un CHU. C'est faisable, ce que décrit Stéphane Pardou? Oui, c'est faisable. Je pense d'ailleurs qu'on le fait tous. Je prends un exemple à nos façons, chacun ayant sa culture. Mais par exemple, on a démontré que dans les 3-4 dernières années, les hôpitaux universitaires n'ont jamais consacré autant de moyens à la recherche. Donc c'était bien l'idée, vous voyez, on protégeait la recherche par rapport aux soins, y compris dans le contexte très dégradé des 2 dernières années. Donc il y a cette prise de conscience. Après, c'est un état d'esprit, en fait, l'innovation. C'est la volonté de chercher de la marge de manœuvre et de se démarquer. Je ne suis pas. L'objectif n'est pas de faire comme tout le monde, de faire ce que tout le monde fait, de faire ce qu'on nous a appris. L'objectif est de trouver des espaces de liberté et ça réenchante nos professionnels parce que Antoine l'a dit, le monde de la santé a une grande force, c'est que c'est un monde très divers et assez peu normé en fait. Et on a des gens qui ont une créativité, qui ont une formation très empirique sur la connaissance, une relation empirique à la connaissance parce que le patient est toujours différent, le savoir évolue en permanence et donc il y a une créativité du professionnel de santé qui est quelque chose de considérable. C'est important pour le territoire parce que j'y reviens, l'innovation en santé, c'est les emplois de demain, les emplois qualifiés d'aujourd'hui et de demain, c'est les entreprises, les PME de nos territoires de demain et voilà. Et puis dernier point, on ne l'a pas évoqué, moi je pense que dans un certain nombre de domaines, l'innovation sera une source de revenus pour les CHU. C'est une nouvelle source de revenus pour les CHU. Je prendrai un exemple. Tout à l'heure, j'ai pris l'exemple des prises de participation que nous prenons dans les entreprises aujourd'hui. Et c'est quelque chose qui se répand et on a demandé à ce que le texte qui nous contraint un peu sur ce sujet soit considérablement assoupli. Mais si on prend le sujet des data, on n'a pas parlé des data, Antoine y faisait référence tout à l'heure de manière rapide. Aujourd'hui, les hôpitaux ont des entrepôts de données. Les données de santé sont les données les plus nombreuses de la société. C'est nous qui détenons les données les plus importantes. Et naturellement, il faut le faire de manière éthique, l'entourer de toutes les précautions, et c'est tout à fait possible, mais je reste persuadé que l'innovation est aussi un sujet de revenus complémentaires pour nos CHU. Et j'allais même vous demander si l'IA, et pour faire le lien avec les data, pouvait être effectivement un biais, une voie pour la créativité des professionnels de santé dont vous parliez. C'est déjà le cas, c'est-à-dire que dans tous les projets de prévention, aujourd'hui qui voient le jour, tout à l'heure j'étais sur des ateliers, vous avez une IA intégrée pour être capable de détecter des patients qui décrochent, des patients qui sont les plus loin du système de soins. Dans les essais cliniques, on en discutait de constituer des cohortes à partir de milliers de patients. Et on commence à voir arriver les effets, en tout cas de la numérisation, et je pense très vite de l'IA, y compris sur les fonctions support. On voit par exemple les effets de la numérisation sur les admissions, qui révolutionne totalement les admissions. Et on va le voir, à mon avis, sur les stocks, on va le voir sur les achats, sur les plannings. Toute une série de sujets. C'est que le début. Oui. Non, et donc je disais, on peut le voir aussi sur d'autres fonctions très importantes qui coûtent beaucoup d'argent, c'est l'organisation des plannings. Aujourd'hui, on est en train d'imaginer, nous, une initiative pour montrer l'ampleur de l'importance de l'intelligence artificielle dans la confection des plannings. Pour prolonger ce qu'a dit Philippe, l'intelligence artificielle, c'est déjà une réalité. Dans plein d'hôpitaux, nous on a lancé une plateforme de recensement de solutions opérationnelles déjà implantées dans les établissements de santé, c'est-à-dire pas des POC, pas des initiatives en l'air, des choses vendues, achetées, avec des retours sur investissement. Et il y en a beaucoup. Et du coup, ça m'amène à dire qu'une des chances du système, et Antoine Ténière ici y contribue beaucoup, c'est qu'il y a un écosystème qui entoure les producteurs de soins qui est absolument phénoménal. Je ne sais pas comment est positionnée la France, Antoine peut le dire mieux que nous, mais c'est absolument phénoménal. Peut-être même trop pour les dirigeants hospitaliers, parce que du coup, il y a un foisonnement qui parfois empêche de savoir quoi choisir. Mais voyons le verre à moitié plein, voire à 3/4 plein, ça offre des horizons de partenariat, des possibilités d'échange qui, pour les dirigeants hospitaliers, si leur mindset spontané n'est pas là-dessus, mais plutôt sur la production de soins, eh bien, ils sont désormais, enfin Philippe peut confirmer, sollicités de toutes parts et en permanence par cet écosystème qui est remarquable. Et cet écosystème, il apporte de la valeur. Moi, j'ai souvent coutume de dire, je vais les citer ici, tant pis, je vais faire de la pub, mais maintenant, ils n'en ont plus besoin. La société Lifen, quand elle met en place les transmissions automatiques des comptes rendus à tous les médecins de ville, là où avant, on mettait tout sous enveloppe et on avait des armées de secrétaires qui s'en occupaient, elle améliore tout. La relation ville-hôpital, la rapidité du traitement, les qualités, les conditions de vie au travail. Et donc, cet écosystème, il participe, mais largement de l'innovation. Et l'enjeu,
c'est comment on le rend plus lisible pour les acteurs hospitaliers, pour les dirigeants hospitaliers, parce qu'il y en a partout. En guise de conclusion, comment on rend plus lisible cet écosystème pour que les CHU puissent en bénéficier dans leur développement? C'est ce que je mentionnais tout à l'heure, c'est-à-dire trouver le langage commun, accompagner tout le monde à évoluer vers plus de maturité, les entreprises pour bien comprendre à la fois le fonctionnement, les contacts et les enjeux du côté des hôpitaux, et puis les hôpitaux pour bien comprendre l'évolution des entreprises, à quel moment on peut commencer à travailler avec elles, quels vont être les critères qui vont permettre de se dire qu'elles peuvent rentrer dans l'évaluation, etc. Et faire en sorte que justement cette sollicitation qui peut être parfois un peu brownienne soit structurée, soit organisée, soit cadrée, exactement comme on accompagne les entreprises à se dire d'abord je fais mon business model, après je vais chercher du financement, je fais ma preuve de concept, etc. Et quel est le moment où on va commencer à discuter avec des cas d'application. Moi je vois beaucoup d'éléments importants. On s'est retrouvés tous face à des difficultés. Philippe a fait un constat au début assez clair. Je crois que tout le monde a fait beaucoup d'efforts pour essayer d'en sortir et on est en train d'en sortir. Tout n'est pas gagné, mais on a à côté de ça beaucoup de force. Il y a un héritage hospitalo-universitaire qui est essentiel, qui date de 1958 et qui reste un modèle extrêmement valable et pertinent aujourd'hui et qui fait de la France un des plus gros producteurs de recherche. On a la volonté et l'ambition d'accompagner la transition numérique qui est un des éléments essentiels qui tirent cette innovation et qui va l'accélérer encore plus avec des stratégies, avec des acteurs, avec des financements et avec des écosystèmes. Et puis, il y a un engagement exceptionnel de l'ensemble des personnels hospitaliers. Donc, ça fait beaucoup d'éléments qui, si on arrive à bien les aligner, sont autant de force justement pour être extrêmement bien positionnés sur le plan international. Merci à tous les trois pour cet échange autour des CHU de demain. Philippe El-Saïr, Stéphane Pardou et Antoine Tenière. Merci. Merci. Merci à vous.